En 1882, les médecins parisiens découvrirent quelque chose qui les glaça d'effroi. 13 femmes de l'aristocratie étaient mortes exactement de la même façon, et toutes avaient employé la même gouvernante. Avant de plonger dans cette histoire troublante, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette affaire va vous glacer le sang. Paris, automne 1882. La Troisième République s'installe dans une société encore marquée par les cicatrices de la Commune. Les grands boulevards d'Haussmann brillent sous les premiers réverbères à gaz, mais dans les quartiers huppés du 16e arrondissement, l'aristocratie se cramponne aux traditions d'un monde révolu. Les hôtels particuliers, aux façades imposantes, cachent des intérieurs sombres, où règnent encore les codes rigides de l'Ancien Régime. Dans ce microcosme feutré, les domestiques représentent une armée invisible. Cuisiniers, femmes de chambre, cochers, jardiniers évoluent dans l'ombre de leurs maîtres, connaissant leurs secrets les plus intimes, sans jamais avoir le droit de les révéler. Parmi eux, les gouvernantes occupent une position particulière. Suffisamment éduquées pour comprendre les nuances sociales, assez discrètes pour ne jamais en abuser. C'est dans ce monde de hiérarchies implicites et de conventions tacites que Marianne Lefebvre évoluait avec une aisance troublante. Âgée de 34 ans selon ses papiers d'identité, elle possédait ce don rare de se faire oublier tout en étant indispensable. Petite femme aux cheveux châtains toujours impeccablement tirés en chignon serré, aux mains fines mais calleuses par le travail, elle parlait d'une voix douce qui ne s'élevait jamais au-dessus du murmure. Ses yeux gris reflétaient une intelligence vive, mais elle savait les baisser au bon moment pour manifester la déférence attendue. Son apparence était celle d'une femme de condition modeste qui avait su préserver sa dignité malgré les épreuves. Elle portait toujours des robes sombres, coupées simplement mais impeccablement entretenues, et un petit médaillon de cuivre à son cou, le seul bijou qu'elle s'autorisait. Ses gestes étaient mesurés, ses déplacements silencieux, sa présence rassurante sans être envahissante. Les familles se l'arrachaient comme on se dispute un trésor rare. Madame la comtesse de Rochechouart l'avait recommandé à sa cousine, la marquise de Villemont, qui en avait fait l'éloge auprès de son amie intime, Madame Henriette Beaumont. De salon en salon, de réception mondaine en thé de l'après-midi, le nom de Marianne Lefebvre circulait comme un gage de qualité absolue. Les dames de la haute société se vantaient d'avoir découvert cette perle rare, se félicitaient de leur perspicacité. Elle ne restait jamais très longtemps chez ses employeurs, 6 mois tout au plus, parfois seulement 3, mais elle laissait toujours une impression remarquable. Une femme en or, disaient les maîtresses de maison. Si dévouée, ajoutait-elle. On ne l'entend jamais, mais tout fonctionne parfaitement quand elle est là. Cette femme apparemment ordinaire cachait pourtant une intelligence glaciale et une patience de prédateur. Chaque matin, elle se levait à 5 heures précises pour préparer les affaires de ses maîtresses, organisait leur journée avec une précision maniaque qui frisait l'obsession, gérait leur correspondance avec un tact parfait qui dissimulait une curiosité maladive. Elle connaissait leurs habitudes intimes mieux qu'elles-mêmes, leurs faiblesses avant qu'elles ne s'en aperçoivent, leurs secrets les plus gardés grâce à une capacité d'observation qui dépassait l'entendement. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est qu'elle observait bien plus que leurs manies et leurs horaires. Marianne étudiait leur corps, leurs réactions, leur sensibilité particulière, avec la minutie d'un anatomiste préparant une dissection. Elle notait tout dans un petit carnet relié de cuir noir, qu'elle gardait toujours dans la poche cachée de sa robe. La couleur de leurs urines le matin et le soir, leurs maux de tête récurrents et leur intensité sur une échelle qu'elle avait créée, leur résistance à la fatigue mesurée en heures d'activité, leurs allergies alimentaires répertoriées avec une précision scientifique, leur cycle menstruel calculé au jour près. Elle observait comment elles respiraient pendant leur sommeil, chronométrait leurs phases de réveil, analysait leurs sueurs nocturnes. Elle notait leurs réactions aux changements de température, leur sensibilité aux odeurs, leurs préférences gustatives et la façon dont leur organisme métabolisait différents aliments.
car Marianne Lefebvre n'était pas une simple gouvernante cherchant à bien faire son travail. Elle était une empoisonneuse d'un genre nouveau, une créatrice de mort lente qui avait fait de l'assassinat un art invisible, une science exacte basée sur l'observation méthodique et l'expérimentation contrôlée. Dans sa petite chambre de service, dissimulée dans une malle à double fond qu'elle avait fait confectionner par un ébéniste complice, se trouvaient les instruments de son art macabre. Des fioles de verre soufflées contenant des substances au nom latin, des balances de précision volées dans des laboratoires de pharmacie, des seringues minuscules, des pinceaux de martre pour l'application de poudre, et surtout ces carnets où elle consignait méticuleusement les résultats de ses expériences mortelles. Tout commença par une coïncidence qui aurait dû alerter les autorités bien plus tôt, mais qui passa inaperçue dans l'indifférence générale d'une société habituée aux morts naturelles de ses membres âgés. Madame Célestine de Rochechouart, veuve de guerre de 48 ans qui avait perdu son époux lors de la campagne de Crimée, mourut en décembre 1881 dans des circonstances qui intriguèrent son médecin de famille, le docteur Auguste Lemercier. Cette femme d'une constitution robuste, qui montait encore à cheval 3 fois par semaine et gérait personnellement ses propriétés normandes, avait commencé à décliner de façon inexplicable au début de l'automne. Les symptômes avaient été progressifs et troublants. D'abord, une fatigue inhabituelle qu'elle attribuait au changement de saison, puis des maux de tête persistants qui la réveillaient au milieu de la nuit, une perte d'appétit qui l'amenait à repousser sa nourriture avec une grimace de dégoût, et enfin, cette chute de cheveux qui l'avait tant terrifiée. Le docteur Lemercier, praticien expérimenté formé à l'école de médecine de Paris, avait d'abord pensé à une anémie pernicieuse, maladie qui touchait parfois les femmes de cet âge. Il avait prescrit du fer et des fortifiants à base de quinquina, conseillé du repos et une alimentation riche en viande rouge. Mais les tremblements des mains, qui étaient apparus en novembre, suivis des épisodes d'hallucinations nocturnes, ne correspondaient à aucun diagnostic de sa connaissance médicale. Madame de Rochechouart prétendait voir des ombres bouger dans les coins de sa chambre, entendre des murmures dans les murs, sentir des présences malveillantes rôder autour de son lit. Elle parlait de voix qui l'appelaient par son prénom, de mains glacées qui lui caressaient le visage pendant son sommeil. Ses domestiques la trouvaient parfois debout devant sa fenêtre, à 3 heures du matin, parlant à des interlocuteurs invisibles dans le jardin. Le médecin avait consulté ses confrères, feuilleté ses traités de neurologie, même fait appel à un aliéniste réputé. Rien n'expliquait cette dégradation rapide chez une femme qui, 6 mois plus tôt, débordait encore de vitalité. Les analyses d'urine ne révélaient rien d'anormal. Le sang semblait sain. Les réflexes étaient encore présents malgré l'affaiblissement général. Les derniers jours de Madame de Rochechouart furent un calvaire qui marqua profondément tous ceux qui en furent témoins. Elle alternait entre des phases de prostration où elle fixait le plafond sans réagir aux stimuli extérieurs et des crises de convulsions d'une violence inouïe qui nécessitaient l'intervention de 3 personnes pour la maintenir. Ces cris déchiraient le silence de l'hôtel particulier, des cris de terreur pure qui ne ressemblaient à rien de ce que le docteur Lemercier avait entendu en 30 années de pratique. Elle mourut un mardi matin, dans un râle douloureux qui sembla se prolonger une éternité, les yeux révulsés, les membres tordus par une ultime convulsion. Le docteur Lemercier, qui tenait sa main au moment du décès, sentit ses doigts se crisper une dernière fois avant de retomber inerte. L'autopsie, pratiquée le lendemain par le docteur Lemercier, assisté d'un confrère anatomo-pathologiste, ne révéla rien d'anormal qui puisse expliquer une mort si brutale. Le cœur était sain, les poumons clairs, le foie légèrement congestionné, mais rien d'alarmant pour une femme de cet âge. Les organes semblaient intacts, aucune lésion particulière, aucune trace de poison connue dans l'estomac ou les intestins. Le docteur Lemercier consigna le décès comme étant dû à une maladie nerveuse d'origine indéterminée, probablement liée au tempérament mélancolique de la défunte, et n'y pensa plus. Les neuroses féminines étaient courantes à l'époque,
et la médecine de 1881 ne disposait pas des moyens d'investigation qui auraient permis de détecter certains types d'empoisonnement. Mais ce qui aurait dû l'alerter, ce qui aurait pu sauver des vies si les pièces du puzzle avaient été assemblées plus tôt, c'est que Marianne Lefebvre avait quitté la maison Rochechouart exactement une semaine avant les premiers symptômes. Elle était partie avec d'excellentes références rédigées par sa maîtresse elle-même, des remerciements chaleureux pour ses bons et loyaux services, et même une gratification exceptionnelle pour sa dévotion exemplaire pendant ces mois difficiles. La lettre de recommandation, écrite de la main tremblante de Madame de Rochechouart quelques jours avant sa mort, était élogieuse au-delà du raisonnable. Mademoiselle Lefebvre est un trésor de dévouement et de discrétion. Elle a pris soin de moi avec une attention maternelle, anticipant mes besoins, apaisant mes angoisses. Toute famille qui l'emploiera aura trouvé une perle rare. Cette lettre allait servir de passeport pour l'emploi suivant de Marianne chez la comtesse de Villemont, cousine germaine de la défunte, et qui cherchait justement une gouvernante de confiance. Pour comprendre comment Marianne était devenue ce qu'elle était, comment une femme apparemment ordinaire avait pu développer une expertise si raffinée dans l'art de donner la mort, il faut remonter aux origines sombres de son enfance dans le quartier populaire de Belleville. Née en 1848 selon l'état civil, mais probablement quelques années plus tôt selon ses propres écrits retrouvés plus tard, elle était la fille illégitime d'Agnès Lefebvre, une blanchisseuse qui gagnait péniblement sa vie en lavant le linge des bourgeois du 10e arrondissement. Le père de Marianne n'était mentionné nulle part dans les registres, mais plusieurs indices suggèrent qu'il s'agissait d'un homme de condition supérieure, peut-être un médecin ou un pharmacien, qui avait abandonné Agnès dès qu'il avait appris sa grossesse. Cette hypothèse expliquerait l'intelligence précoce de l'enfant et sa fascination ultérieure pour les sciences naturelles. Agnès Lefebvre était une femme usée par le travail et l'amertume, qui rapportait chaque soir à la maison des histoires de richesse et de luxe glanées chez ses clients. Elle décrivait les appartements somptueux où elle allait chercher le linge sale, les robes de soie qu'elle manipulait avec des mains abîmées par la lessive, les bijoux oubliés dans les poches qu'elle se contentait de remettre silencieusement à leur place. Ces récits faisaient briller les yeux de la petite Marianne d'une lueur étrange, mélange de fascination et de haine. L'enfant était d'une intelligence précoce et troublante qui ne passa pas inaperçue dans le quartier. À 4 ans, elle savait compter jusqu'à 100 et connaissait l'alphabet. À 6 ans, elle lisait couramment les journaux que le père Constant, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville, lui prêtait après avoir remarqué ses capacités exceptionnelles. Mais ce qui intriguait le plus le prêtre, c'est que Marianne se passionnait exclusivement pour les faits divers macabres et les comptes rendus d'audience des tribunaux. Le père Constant, homme cultivé qui avait étudié la théologie à Rome avant de revenir servir dans cette paroisse ouvrière, décida de prendre l'éducation de l'enfant en main. Il lui enseigna le latin, les rudiments de philosophie, et surtout, lui ouvrit sa bibliothèque personnelle où se trouvaient des ouvrages de médecine et de sciences naturelles qu'il avait conservés de ses études. C'est là que Marianne découvrit sa véritable passion. Les livres traitant de la guérison l'ennuyaient, mais ceux qui décrivaient les maladies la fascinaient. Elle dévorait les descriptions de symptômes, mémorisait les progressions pathologiques, dessinait dans les marges des croquis anatomiques d'une précision troublante pour une enfant de cet âge. À 8 ans, elle fit sa première expérience consciente sur un être vivant. Elle avait trouvé dans les affaires de sa mère un flacon d'acide oxalique, utilisé pour détacher les tissus. Curieuse de connaître ses effets sur un organisme vivant, elle en versa quelques gouttes sur une souris qu'elle avait capturée dans leur logement. L'animal ne mourut pas immédiatement. Elle avait instinctivement calculé une dose sublétale, mais présenta des symptômes qu'elle observa et consigna méticuleusement dans un carnet volé. Cette première expérience lui procura une satisfaction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Non pas le plaisir sadique de faire souffrir, mais la jouissance intellectuelle de l'observation scientifique, du contrôle absolu sur un processus biologique complexe. À 12 ans,
Elle perfectionna sa méthode avec le chat de la voisine, Monsieur Minou, qui avait l'habitude de venir voler la nourriture dans leur modeste logement. Au lieu d'utiliser une substance pure, elle décida de créer un mélange. Elle combina l'acide oxalique avec des sels de plomb qu'elle récupérait en grattant la peinture des murs et quelques grammes de verre de gris prélevés sur les gouttières en cuivre. Cette fois, elle ne se contenta pas d'observer. Elle documenta chaque phase avec la rigueur d'un chercheur, notant les heures d'administration, les doses, les réactions, les intervalles entre les symptômes. Le chat mit 5 jours à mourir, perdant ses poils par plaques, tremblant de tous ses membres, présentant des troubles de l'équilibre qui l'empêchaient de marcher droit. Sa mère trouva l'animal agonisant dans la cour, bavant une mousse rosâtre, les pupilles dilatées. Elle attribua sa mort à une maladie et l'enterra sans cérémonie dans un coin du jardin commun. Mais Marianne avait pris des notes détaillées sur chaque phase de l'empoisonnement, créant sans le savoir son premier protocole d'intoxication multisubstance. C'est à cette époque qu'elle comprit sa véritable nature et accepta sa vocation. Elle ne voulait pas soigner, elle voulait détruire, mais pas n'importe comment et pas pour n'importe qui. Elle voulait créer des maladies parfaites, indétectables, qui ressembleraient à des affections naturelles et qui frapperaient ceux qu'elle considérait comme responsables des injustices sociales. Les riches, les privilégiés, ceux qui vivaient dans le luxe pendant que sa mère s'usait les mains dans l'eau de Javel pour quelques sous par jour. À 16 ans, grâce aux relations du père Constant qui n'avait jamais soupçonné les tendances morbides de sa protégée, elle entra comme femme de chambre chez la famille Durand, des bourgeois aisés du 10e arrondissement qui possédaient une petite fabrique de textiles. Elle apprit rapidement les codes de la domesticité, l'art de se rendre invisible tout en étant indispensable, les subtilités de la hiérarchie domestique et les secrets de la vie bourgeoise. Mais surtout, elle eut accès aux bibliothèques de ses maîtres et dévora tous les traités de médecine, de chimie et de botanique qu'elle put trouver. Elle se constituait une éducation autodidacte d'une ampleur remarquable, compensant ses lacunes par une soif d'apprendre qui la tenait éveillée jusqu'à l'aube. C'est là qu'elle découvrit les travaux révolutionnaires du docteur Mathieu Orfila, le père de la toxicologie moderne qui avait publié ses leçons de médecine légale quelques années plus tôt. Ses recherches sur les poisons et leurs antidotes la fascinèrent, mais pas dans le sens où l'auteur l'avait souhaité. Au lieu d'y puiser des connaissances pour combattre l'empoisonnement, elle y trouva l'inspiration pour créer des mélanges indétectables, des combinaisons de substances qui, prises séparément, étaient inoffensives, mais qui ensemble produisaient des effets dévastateurs. Pendant 10 longues années, elle perfectionna sa méthode avec une patience de moine copiste et une rigueur de chercheur. Elle changea régulièrement d'emploi pour éviter les soupçons. Testait discrètement ses préparations sur de petits animaux qu'elle trouvait dans les jardins, affinait ses dosages en fonction du poids, de l'âge, de la constitution de ses sujets d'étude. Elle apprit à reconnaître les signes précurseurs de l'intoxication, à moduler les effets selon les circonstances, à créer des symptômes qui orienteraient les médecins vers de faux diagnostics. Elle étudia l'anatomie féminine avec une attention particulière, comprenant que les femmes de l'aristocratie seraient ses cibles de choix pour des raisons à la fois pratiques et symboliques. Pratiques, parce que les femmes employaient plus facilement des gouvernantes et leur accordaient une confiance plus grande. Symboliques, parce qu'elles incarnaient à ses yeux tout ce qu'elle haïssait: l'oisiveté, le privilège, l'indifférence aux souffrances des classes laborieuses. Quand elle fut prête, vers 1881, elle était devenue une empoisonneuse d'un genre inédit dans l'histoire criminelle française. Une tueuse qui ne tuait pas par colère, par cupidité ou par passion, mais par fascination scientifique perverse et par haine de classe méthodiquement cultivée. Marianne Lefebvre était devenue une tueuse parfaite. Et elle allait le prouver 13 fois. L'année 1882 marqua l'apogée de l'art macabre de Marianne et la période la plus productive de sa carrière criminelle.
Chez Madame Henriette Beaumont, elle peaufina sa technique avec une précision chirurgicale qui témoignait de années d'expérimentation clandestine et d'observation méticuleuse. Cette riche veuve de 52 ans, héritière d'une fortune bâtie dans l'industrie sucrière coloniale, vivait dans un splendide hôtel particulier de la rue de Passy, avec pour seule compagnie ses domestiques et les souvenirs de son défunt époux. Propriétaire de plusieurs immeubles parisiens et d'un château en Normandie qu'elle n'habitait plus depuis la mort de son mari, elle menait une existence solitaire rythmée par des habitudes immuables que Marianne étudia avec l'attention d'un entomologiste observant un insecte rare. Marianne avait passé les 3 premières semaines de son emploi à établir un profil comportemental complet de sa nouvelle maîtresse. Elle avait noté que Madame Beaumont prenait religieusement son thé de 5 heures dans le petit salon jaune, accompagné de petits biscuits sablés qu'elle trempait délicatement dans sa tasse de porcelaine de Sèvres. Elle utilisait quotidiennement une poudre de riz parfumée à la violette pour se poudrer le visage après sa toilette matinale. Ses robes étaient lavées avec un savon spécial importé de Marseille dont elle faisait venir plusieurs pains chaque mois. Elle prenait chaque matin une cuillerée d'huile de foie de morue pour maintenir sa santé et chaque soir un verre de vin de Bordeaux pour favoriser son sommeil. Tous ces éléments, apparemment anodins, allaient servir le plan diabolique de Marianne avec une efficacité redoutable. Car ce qui rendait cette empoisonneuse si dangereuse et si difficile à démasquer, c'est qu'elle n'utilisait jamais un seul poison administré en une seule fois. Elle avait mis au point un système d'administration multiple et progressive qui rendait l'intoxication virtuellement indétectable par les moyens d'investigation de l'époque. Un système qu'elle avait baptisé dans ses notes personnelles la méthode des gouttes d'eau, en référence au supplice chinois où chaque goutte, inoffensive en elle-même, finit par percer le rocher le plus dur. Un peu d'oxyde de plomb, substance couramment utilisée dans les fards et les poudres cosmétiques, mélangée à la poudre de riz dans des proportions si faibles qu'elle passait totalement inaperçue. Quelques milligrammes de sel de mercure, récupérés en cassant discrètement des thermomètres médicaux, incorporés au savon de toilette par un procédé chimique qu'elle avait mis au point. Des traces d'arsenic blanc, le poison des Borgia modernisé, dissimulé dans les colorants alimentaires naturels des biscuits sablés. Prises individuellement, chaque substance était présente en quantité si faible qu'elle ne provoquait aucun symptôme immédiat et ne déclenchait aucune alarme dans l'organisme. Mais l'accumulation progressive de ces toxiques dans les tissus créait un empoisonnement lent et inexorable qui mimait parfaitement les symptômes d'une maladie nerveuse dégénérative ou d'un déclin naturel lié à l'âge. Marianne avait également compris, avec cette intelligence glaciale qui la caractérisait, l'importance cruciale du facteur psychologique dans le processus d'intoxication. Elle distillait subtilement l'angoisse chez ses victimes, rapportant de fausses nouvelles inquiétantes sur l'état de santé de leurs connaissances, évoquant des superstitions locales sur les maisons marquées par le malheur, créant une atmosphère de malaise diffus qui fragilisait leur système nerveux déjà attaqué par les toxiques. Elle racontait à Madame Beaumont des histoires de cambriolage dans le quartier, lui parlait de cette épidémie de typhus qui sévissait prétendument dans les arrondissements populaires, évoquait les mauvais présages qu'elle avait observés dans le jardin. Rien de précis, rien de vérifiable, mais un tissu de petites inquiétudes qui maintenait sa victime dans un état de stress chronique favorable à l'absorption des poisons. Madame Beaumont commença à présenter les premiers symptômes caractéristiques fin avril 1882, exactement selon le calendrier que Marianne avait établi dans ses calculs préparatoires. D'abord des maux de tête matinaux qu'elle attribua naturellement au changement de saison, puis cette fatigue chronique et inexpliquée qui l'obligea progressivement à annuler ses sorties mondaines et ses visites de courtoisie. Marianne se montrait d'un dévouement exemplaire, redoublant d'attention et de prévenance. Elle préparait des tisanes fortifiantes à base de plantes médicinales qui en réalité contenaient des alcaloïdes destinés à accélérer le processus d'intoxication. Elle massait délicatement les tempes de sa maîtresse avec une pommade calmante, enrichie en dérivés métalliques. Elle veillait à son chevet pendant les nuits d'insomnie,
lui lisant des passages apaisants de romans à l'eau de rose, tout en administrant discrètement ses doses quotidiennes de mort lente. Le docteur Antonin Dubois, médecin de famille des Beaumont depuis plus de 20 ans, était complètement désorienté par cette maladie aux contours flous. Praticien consciencieux, formé selon les méthodes classiques de l'école de médecine de Paris, il procédait à des examens minutieux, prenait le pouls, auscultait les organes, analysait les urines selon les techniques disponibles à l'époque. Les analyses de sang ne révélaient rien d'anormal. Les quantités de toxiques étaient trop faibles pour être détectées par les méthodes rudimentaires de 1882. Les symptômes ne correspondaient à aucune pathologie clairement répertoriée dans les traités médicaux de référence. Il prescrivit du repos complet, des fortifiants à base de fer et de quinquina, des bains tièdes au sel marin, ignorant qu'il ne faisait qu'aggraver l'état de sa patiente en ajoutant de nouveaux éléments chimiques à son organisme déjà surchargé. C'est à cette période critique que Marianne commit sa première erreur stratégique depuis le début de sa carrière criminelle. Grisée par ses succès précédents et impatiente de parfaire une nouvelle variante de sa méthode, elle décida d'accélérer le processus d'intoxication. Elle augmenta légèrement les doses de certains composants et modifia le rythme d'administration pour observer les effets de cette intensification sur l'évolution des symptômes. Cette impatience, contraire à tous ses principes de prudence méthodique, allait lui coûter très cher et marquer le début de sa chute. Car Madame Beaumont avait un neveu médecin, le docteur Édouard Beaumont, jeune diplômé de la faculté de médecine de Paris et fervent admirateur des nouvelles méthodes d'investigation scientifique qui commençaient à révolutionner la médecine française. Influencé par les travaux de Claude Bernard sur la médecine expérimentale et de Louis Pasteur sur les micro-organismes, il représentait cette nouvelle génération de praticiens qui refusaient de se contenter des explications traditionnelles et cherchaient à appliquer la rigueur scientifique au diagnostic médical. Quand il rendit visite à sa tante en juin pour les fêtes de la Pentecôte, il fut frappé par la rapidité de sa dégradation physique et mentale depuis sa dernière visite à Pâques. Cette femme qui, 3 mois plus tôt, organisait encore des dîners de vin couvert et supervisait personnellement la gestion de ses propriétés, était devenue une invalide tremblante qui ne quittait plus son fauteuil roulant. Son instinct médical lui soufflait que cette évolution n'était pas naturelle, qu'aucune maladie connue ne pouvait provoquer une dégénérescence aussi rapide chez une femme qui avait toujours joui d'une santé de fer. Il décida de mener sa propre enquête, avec cette ténacité qui caractérisait les jeunes médecins de sa génération. Le docteur Édouard Beaumont se trouvait dans une situation délicate qui testait à la fois ses compétences médicales et sa psychologie personnelle. Ses soupçons étaient fondés sur des indices scientifiques troublants, mais comment accuser une femme apparemment irréprochable sans preuves formelles absolues? Comment expliquer à sa tante mourante, dans ses moments de lucidité, qu'elle était probablement empoisonnée par sa gouvernante de confiance, sans provoquer un choc psychologique qui pourrait accélérer sa mort? Il décida de mener une surveillance discrète mais méthodique, appliquant à cette enquête criminelle la même rigueur qu'il mettait dans ses recherches laboratoires. Prétextant vouloir passer plus de temps avec sa tante malade pour la soutenir moralement dans cette épreuve, il s'installa temporairement dans l'hôtel particulier des Beaumont, occupant la chambre d'amis du 2e étage qui lui offrait une vue parfaite sur les allées et venues de tout le personnel domestique. De cette position stratégique, il put observer minutieusement les habitudes de Marianne, noter ses gestes, chronométrer ses déplacements, analyser discrètement ses préparations culinaires et médicales. Ce qu'il découvrit au cours des premières semaines de surveillance dépassa ses pires craintes et confirma ses soupçons les plus noirs. Marianne possédait une connaissance approfondie de la chimie pratique qui n'avait absolument rien à envier à celle d'un pharmacien diplômé de la faculté. Elle manipulait les substances toxiques avec une dextérité troublante et une précision qui témoignait d'une longue expérience, mélangeant ses préparations mortelles dans la lingerie de service où personne d'autre n'avait l'habitude d'aller la déranger. Le jeune médecin la vit incorporer de minuscules quantités de poudre colorée dans les fards à joues de sa tante.
utilisant un pinceau de martre si fin que les particules se distribuaient de façon parfaitement homogène. Il l'observa diluer des liquides suspects dans l'eau de toilette à la violette, effectuant le mélange avec des gestes de chimiste expérimenté. Il la surprit saupoudrant imperceptiblement les petits biscuits du goûter avec une poudre blanchâtre qu'elle conservait dans une fiole étiquetée en latin. Chaque geste était calculé, précis, méthodique. Marianne travaillait selon un protocole rigoureux qu'elle semblait connaître par cœur, consultant parfois de petites fiches manuscrites qu'elle gardait dans la poche de son tablier. Elle procédait toujours aux mêmes heures, suivant un emploi du temps d'une régularité quasi militaire qui révélait une organisation mentale exceptionnelle. Mais ce qui le terrifia le plus, c'est de découvrir le carnet secret de Marianne. Un jour, où elle était sortie faire les courses au marché de Passy, il fouilla discrètement sa chambre de service et trouva, dissimulé dans la doublure de sa malle, un petit cahier relié de cuir noir. Ce qu'il y lut lui donna la nausée. Marianne tenait un journal détaillé de ses empoisonnements, avec des croquis anatomiques d'une précision troublante, des tableaux de symptômes, des calculs de dosage. Chaque victime était répertoriée sous un nom de code, avec ses caractéristiques physiques, ses habitudes, ses réactions aux différents toxiques. Elle avait dessiné le visage de Madame de Rochechouart au moment de ses dernières convulsions, reproduisant avec un talent artistique glaçant l'expression de terreur absolue qui avait marqué ses derniers instants. Elle avait chronométré l'agonie de la comtesse de Villemont, notant avec la froideur d'un expérimentateur les différentes phases de sa dégradation physique et mentale. Le plus effroyable était de voir à quel point elle considérait ces meurtres comme des expériences scientifiques. Elle notait l'efficacité de chaque méthode, comparait les résultats, perfectionnait ses techniques comme un chercheur consciencieux. Dans une section intitulée « Observation comportementale », elle décrivait avec une précision clinique les réactions psychologiques de ses victimes face à leur propre dégradation. Le docteur Beaumont réalisa qu'il n'avait pas affaire à une criminelle ordinaire, mais à une psychopathe d'un genre nouveau, une tueuse qui avait fait de l'assassinat une science exacte. Il devait agir vite. Sa tante dépérissait à vue d'œil, et il craignait que Marianne ne s'aperçoive de sa surveillance. Il décida de prélever discrètement des échantillons des préparations de la gouvernante pour les faire analyser par son collègue chimiste, le docteur Henri Rousseau, qui travaillait au laboratoire de l'école supérieure de pharmacie. Les résultats confirmèrent ses pires soupçons. Les poudres contenaient un cocktail mortel de substances toxiques savamment dosées pour créer un empoisonnement progressif et indolore. Arsenic, plomb, mercure, antimoine, tous présents en quantité calculée pour éviter une intoxication aiguë, mais garantir une mort lente et certaine. Le jeune médecin se trouvait face à un dilemme moral terrifiant. S'il dénonçait immédiatement Marianne, sa tante mourrait probablement avant que la justice n'intervienne. S'il attendait de réunir davantage de preuves, il risquait de la perdre également. Il prit une décision qui allait changer le cours de l'enquête. Il décida de confronter directement Marianne, espérant la déstabiliser suffisamment pour qu'elle avoue ou qu'elle fasse une erreur qui la trahirait définitivement. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. L'affrontement entre le médecin et l'empoisonneuse va prendre une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Le mercredi 23 août 1882, vers 18 h, le docteur Édouard Beaumont pénétra dans la lingerie de service où Marianne préparait ses mélanges diaboliques. L'air était chargé d'une odeur chimique subtile, mélange de substances métalliques et d'extraits végétaux qui lui piqua immédiatement les narines. Elle était penchée sur une bassine de cuivre patiné, mélangeant délicatement une poudre blanchâtre à ce qui ressemblait à de la farine de riz. Ses gestes précis comme ceux d'un apothicaire expérimenté. La lumière dorée du couchant filtrait par la petite fenêtre, créant une atmosphère presque irréelle dans cette pièce où se tramait la mort. Sur une étagère de bois sombre s'alignaient des dizaines de fioles de toute taille, certaines contenant des liquides colorés, d'autres des poudres cristallines qui scintillaient faiblement dans la pénombre. « Mademoiselle Lefebvre »
dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, malgré les battements précipités de son cœur. « J'aimerais vous parler. » Marianne se retourna avec une lenteur calculée, sans manifester la moindre surprise, comme si elle avait anticipé cette confrontation depuis longtemps. Ses yeux gris, d'ordinaire si discrets et effacés, le scrutèrent avec une intensité nouvelle et troublante, révélant une intelligence froide et perçante qu'elle avait toujours su dissimuler derrière son masque de servitude. Dans ce regard, le jeune médecin crut percevoir quelque chose d'infiniment dangereux, la lueur du prédateur qui évalue sa proie. « Monsieur le docteur !» répondit-elle de sa voix toujours égale, mais où pointait maintenant une note d'amusement à peine perceptible. « Vous m'honorez de votre visite dans mes modestes quartiers. Que puis-je pour vous en cette soirée ?» Ses mains qu'elle essuyait méticuleusement sur son tablier de lin ne tremblaient pas. Aucun signe de nervosité ne trahissait ses traits, comme si discuter de chimie mortelle était pour elle aussi naturel que de commenter la météo. Cette maîtrise de soi absolue glaça davantage le docteur Beaumont que n'importe quelle manifestation de panique. Il posa sur la table de bois brut le carnet qu'il avait découvert dans sa chambre, le cuir noir luisant sous la lumière vacillante de la lampe à pétrole. Le visage de Marianne ne trahit aucune émotion particulière, mais ses mains se crispèrent presque imperceptiblement sur le rebord de la bassine de cuivre, le seul signe qu'elle n'était peut-être pas aussi sereine qu'elle voulait le paraître. « J'ai trouvé ceci dans votre chambre », dit-il en ouvrant lentement le carnet à la page où elle avait dessiné avec un talent artistique saisissant l'agonie de Madame de Rochechouart, chaque détail de la souffrance reproduit avec une précision clinique terrifiante. « Voulez-vous m'expliquer ce que cela signifie ?» Marianne resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur son œuvre macabre avec ce qui ressemblait à de la nostalgie, comme un peintre contemplant son chef-d'œuvre. Ses lèvres remuèrent silencieusement, comme si elle récitait une prière ou répétait des formules chimiques. Puis, à la surprise et à l'effroi du jeune médecin, un sourire étrange, presque béat, se dessina lentement sur ses lèvres. « Vous savez, docteur Beaumont, » dit-elle en s'essuyant soigneusement les mains sur son tablier avec des gestes ritualisés. « J'ai toujours pensé que vous étiez différent des autres membres de votre famille, plus observateur que votre oncle, plus intelligent que vos cousins. Plus digne d'intérêt. » Elle s'approcha lentement de la table, ses pas silencieux sur le plancher de bois ciré, sans quitter le carnet des yeux. Dans sa démarche, il y avait quelque chose de félin, de calculé, qui fit instinctivement reculer le docteur Beaumont d'un pas. « Regardez ce dessin », continua-t-elle, en pointant du doigt le portrait de Madame de Rochechouart, sa voix prenant une inflexion presque tendre, comme une mère montrant les premiers dessins de son enfant. Voyez cette expression de surprise mêlée d'incrédulité dans son regard, cette crispation des lèvres qui trahit la douleur, cette dilatation des pupilles qui signale l'approche de la mort. Au moment précis où elle a compris qu'elle mourait, au moment où la vérité s'est imposée à elle, il y a eu dans ses yeux une lueur de, de reconnaissance presque mystique. Elle caressa délicatement le papier du bout de l'index, comme pour ranimer le souvenir. Comme si elle acceptait enfin, dans cette ultime révélation, que sa vie privilégiée et parfaitement inutile touche à sa fin. Comme si elle comprenait soudain que son existence de parasite mondain allait enfin servir à quelque chose de noble, le progrès de la science. Le docteur Beaumont sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, remontant depuis la base de sa nuque jusqu'à ses tempes, où une sueur froide commençait à perler. Cette femme parlait de meurtre avec la froideur détachée d'un anatomiste décrivant une dissection, avec la passion contenue d'un chercheur exposant ses découvertes les plus précieuses. « Vous êtes complètement folle », murmura-t-il, les mots s'échappant de ses lèvres sans qu'il puisse les retenir. « Folle !» Marianne éclata d'un rire cristallin qui résonna sinistrement dans la petite pièce, se répercutant sur les murs de pierre comme un écho venu des profondeurs de l'enfer. « Oh non, mon cher docteur, je ne suis pas folle, je suis scientifique. Plus scientifique que vous ne le serez jamais, plus méthodique que tous vos confrères réunis. » Elle se dirigea vers l'armoire de chêne massif dont elle sortit, avec des gestes de célébrant officiant une messe noire, une série de fioles étiquetées
avec une précision maniaque. Chaque récipient portait une étiquette rédigée en latin d'une écriture gothique parfaite. Plumbum aceticum, hydrargyrum chloridum, arsenicum album. Regardez, dit-elle en alignant les récipients sur la table avec un soin religieux, comme un pharmacien disposant ses préparations les plus précieuses. 10 années de recherche patiente, 10 années d'expérimentation méthodique, 10 années à perfectionner l'art de donner la mort sans laisser de traces. J'ai créé des maladies que vos collègues médecins, avec toute leur suffisance et leur ignorance, n'arriveront jamais à diagnostiquer. Elle souleva une des fioles, un récipient de verre soufflé contenant une poudre d'un blanc nacré, et en huma délicatement le contenu avec la délectation d'un connaisseur savourant un grand cru. Prenez cette préparation par exemple, expliqua-t-elle avec l'enthousiasme d'un professeur dévoilant un secret à son élève le plus doué. Un mélange subtil d'oxyde de plomb et de carbonate de zinc, enrichi de quelques milligrammes de sulfate de cuivre pour accélérer l'absorption intestinale. Administré quotidiennement en doses infinitésimales, dilué dans la poudre de riz ou incorporé au phare, cela provoque exactement les symptômes que présente actuellement votre chère tante. Le docteur Beaumont reculait lentement vers la porte, mais Marianne continua son exposé macabre avec l'enthousiasme débordant d'un savant dévoilant ses découvertes à l'Académie des sciences. Le plus fascinant dans tout cela, poursuivit-elle en reposant délicatement la fiole, c'est l'effet psychologique, la dimension mentale de l'empoisonnement. Quand ces femmes commencent à perdre leurs cheveux par poignées entières, quand elles voient leurs reflets se dégrader jour après jour dans leur miroir de Venise, elles paniquent. Cette angoisse existentielle accélère leur métabolisme, augmente leur rythme cardiaque, ce qui favorise considérablement l'absorption et la circulation des toxiques dans leur organisme. Elle joignit les mains comme pour une prière, ses yeux brillants d'une lueur mystique. Elles participent inconsciemment, mais si activement, à leur propre destruction. N'est-ce pas là une forme de justice poétique remarquable? Mais pourquoi? Parvint à articuler le jeune médecin, la gorge serrée par l'horreur et la fascination morbide. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à de telles abominations? Le visage de Marianne se durcit soudain, ses traits se creusant sous l'effet d'une colère froide et longtemps contenue. Ses yeux gris prirent une teinte métallique, reflétant une haine profonde qui couvait depuis des décennies. Vous voulez vraiment savoir pourquoi? Sa voix prit une intonation plus grave, plus chargée d'une émotion brute qui contrastait violemment avec son calme précédent. Vous voulez comprendre ce qui anime mes humbles recherches? Elle balaya l'air d'un geste théâtral, englobant dans son mouvement toute la richesse de l'hôtel particulier des Beaumont. Parce que ces femmes, docteur, incarnent tout ce que je hais dans ce monde d'inégalité criante. Elles naissent dans la richesse sans l'avoir méritée. Elles vivent dans l'oisiveté la plus complète, sans jamais se soucier de ceux qui peinent. Elles meurent gavées de privilèges, sans avoir jamais rien apporté au monde, sans avoir jamais soulagé une seule souffrance. Elle referma violemment une des fioles, le bruit du bouchon de liège claquant comme un coup de fouet dans l'air confiné. Pendant que ma mère s'usait les mains jusqu'au sang dans la lessive pour quelques sous par jour, pendant qu'elle toussait ses poumons dans les vapeurs d'ammoniac pour entretenir le linge de ses parasites, elle papotait dans leur salon doré en se plaignant de la couleur de leurs rideaux neufs. Sa voix monta d'un ton, révélant des années de ressentiment accumulés. Moi, au moins, je leur donne un sens à leur existence pathétique. Je transforme leur mort inutile en expérience scientifique, leur agonie stérile en progrès de la connaissance. Grâce à moi, leurs derniers instants servent enfin à quelque chose de noble et d'utile. Le docteur Beaumont comprit qu'il avait devant lui bien plus qu'une simple empoisonneuse. Il se trouvait face à une psychopathe, d'une intelligence redoutable, animée par une haine de classe qui avait muté au fil des ans en obsession meurtrière, quasi religieuse. Cette femme avait transformé le crime en croisade, l'assassinat en mission civilisatrice. Il devait absolument sortir de cette pièce, fuir cet antre de la mort et alerter immédiatement les autorités.
Mais ses jambes semblaient paralysées par la fascination horrifiée que lui inspirait cette confession. Marianne sembla lire dans ses pensées avec cette perspicacité diabolique qui la caractérisait. « Oh non, docteur Beaumont », dit-elle en se déplaçant lentement pour se placer entre lui et la porte de sortie, bloquant sa seule voie d'échappement. « Maintenant que vous connaissez mon secret, maintenant que vous avez percé le mystère de mon œuvre, vous êtes devenu un problème qu'il me faut résoudre avec la même méthode scientifique que j'applique à toutes mes recherches. » Elle plongea la main dans la poche profonde de son tablier et en sortit, avec des gestes de prestidigitateur maîtrisant parfaitement son art, une seringue de verre d'une finesse remarquable qu'elle remplit d'un liquide parfaitement transparent, puisé dans une des fioles les plus petites. « Ne vous inquiétez pas », murmura-t-elle en s'approchant de lui avec la grâce féline d'un prédateur sûr de sa proie. « Ce sera infiniment plus rapide que le traitement que je réserve habituellement à vos semblables privilégiés. Je vous accorde cette faveur en reconnaissance de votre intelligence supérieure à la moyenne. » Elle leva la seringue vers la lumière de la lampe, vérifiant le dosage avec la précision d'un professionnel. Une simple piqûre et vous sombrez dans un sommeil dont vous ne vous réveillerez pas. Aucune douleur, aucune angoisse, juste le néant bienfaisant. C'est presque un cadeau que je vous offre. Ce qui se passa ensuite dans cette lingerie transformée en laboratoire de mort ne fut jamais totalement élucidé par l'enquête officielle. Selon le rapport de police rédigé par l'inspecteur Gaston Mollier, des cris furent entendus vers 19h dans l'hôtel particulier des Beaumont, des cris d'hommes qui alertèrent immédiatement le personnel domestique. Le maître d'hôtel, François Dumoulin, accompagné du cocher et de 2 femmes de chambre, se précipitèrent vers la lingerie d'où semblaient provenir les hurlements. Ils découvrirent le docteur Édouard Beaumont gisant inconscient sur le sol de pierre, le visage livide et les lèvres bleuies, une seringue de verre brisée répandant son contenu mortel à ses côtés. Son pouls était faible mais perceptible, sa respiration laborieuse mais régulière. Selon les témoignages recueillis, il semblait avoir lutté contre son agresseur. Ses vêtements étaient déchirés et ses mains portaient des traces de griffures. Marianne Lefebvre avait disparu comme si la terre l'avait engloutie. Sa fuite avait été minutieusement préparée avec cette précision maniaque qui caractérisait tous ses actes. Elle avait emporté ses fioles les plus précieuses, ses carnets d'expérimentation, ses balances de précision, et tous les éléments qui auraient pu servir de preuve matérielle contre elle. Sa chambre de service était entièrement vide, nettoyée avec une efficacité qui dénotait une préparation de longue date. Aucun objet personnel, aucun vêtement, aucune trace de son passage, comme si elle n'avait jamais existé dans cette maison. Plus troublant encore, l'examen minutieux de ses affaires révéla que tous ses papiers d'identité, ses références d'emploi précédents, ses certificats de moralité étaient des faux d'une qualité remarquable. Cette femme avait organisé sa disparition avec la même méticulosité qu'elle appliquait à ses empoisonnements. L'enquête qui s'ouvrit immédiatement révéla progressivement l'ampleur terrifiante du massacre. En remontant méticuleusement le parcours professionnel de celle qui se faisait appeler Marianne Lefebvre, les inspecteurs de la sûreté découvrirent avec effroi qu'elle avait travaillé pour 13 familles aristocratiques parisiennes entre 1875 et 1882. 13 femmes étaient mortes dans des circonstances identiques après avoir employé ces services, toutes présentant les mêmes symptômes inexpliqués, toutes décédant après le même type d'agonie progressive et mystérieuse. L'inspecteur Mollier, vétérano de nombreuses affaires criminelles, déclara plus tard que cette enquête l'avait marqué plus profondément que tous les crimes de sang qu'il avait eu à élucider auparavant. Ce n'était pas la violence de cette femme qui nous glaçait, écrivit-il dans son rapport final, mais sa froide méthodologie, sa capacité à transformer le meurtre en science exacte. Mais ce qui troubla le plus les enquêteurs, ce qui remit en question toute leur certitude sur la nature humaine, c'est de découvrir que toutes les références de Marianne, toutes ses lettres de recommandation, tous ses certificats de bonne conduite étaient parfaitement authentiques. Ces documents élogieux étaient rédigés de la main tremblante de ses victimes elles-mêmes, quelques jours seulement avant leur mort,
dans des termes qui dépassaient l'entendement. Madame de Rochechouart avait écrit « Mademoiselle Lefebvre est un ange de dévouement qui a illuminé mes derniers mois de sa présence bienfaisante. » La comtesse de Villemont la décrivait comme une perle rare dont la tendresse maternelle a adouci mes souffrances. Ces femmes mourantes bénissaient littéralement celles qui les empoisonnaient méthodiquement. Cette découverte révélait l'aspect le plus terrifiant de la personnalité de Marianne, sa capacité à maintenir une façade d'innocence absolue tout en administrant la mort. Elle avait réussi pendant des années à inspirer une confiance totale à ses victimes, à se rendre indispensable et aimée, même pendant qu'elle les détruisait lentement. Le portrait robot établi grâce aux témoignages concordants de tous les domestiques qui l'avaient côtoyée révéla une femme d'apparence volontairement quelconque. Taille moyenne, cheveux châtains, yeux gris, aucun signe distinctif particulier. Cette banalité physique était son arme la plus redoutable. Elle pouvait facilement se fondre dans n'importe quelle foule, changer d'identité, recommencer ailleurs son œuvre macabre. Les recherches intensives, menées par toutes les brigades de police de France, se heurtèrent rapidement à un mur d'incompréhension. Marianne Lefebvre semblait s'être littéralement volatilisée dans la nature. Aucune trace d'elle dans les registres d'état civil de Belleville où elle prétendait être née. Aucun témoignage fiable de proches ou d'amis de jeunesse. Aucune piste sérieuse malgré les nombreux signalements qui affluaient de toute l'Europe. Le plus troublant était de constater que même son nom était probablement fictif, choisi pour sa consonance rassurante et bourgeoise. Cette femme avait construit son identité criminelle de toutes pièces, créant un personnage parfait pour infiltrer les maisons de l'aristocratie parisienne. Elle était devenue un fantôme social, un être sans attache ni passé vérifiable. L'affaire Marianne Lefebvre fit grand bruit dans la presse de l'époque, alimentant les conversations des salons parisiens pendant des mois. Les journaux tirèrent sur l'empoisonneuse fantôme ou la gouvernante de la mort, créant une psychose collective dans les milieux bourgeois. Nombre de familles congédièrent précipitamment leurs domestiques, d'autres exigèrent des enquêtes approfondies sur leurs employés. Mais ce qui frappa le plus l'opinion publique, au-delà de l'horreur des crimes, c'était la méthode scientifique utilisée par cette criminelle d'un genre absolument nouveau. Marianne avait révélé l'existence d'un type de tueur jusqu'alors inconnu dans les annales criminelles. L'assassin méthodique, animé par une passion pseudo-scientifique, capable de dissimuler ses meurtres derrière une apparence de respectabilité absolue. Le docteur Beaumont, qui survécut miraculeusement à son empoisonnement grâce à la seringue brisée qui n'avait libéré qu'une partie du produit mortel, publia un mémoire détaillé sur l'affaire qui révolutionna la médecine légale française. Son document, intitulé « De l'empoisonnement progressif par substances multiples », étude d'un cas exceptionnel, décrivait pour la première fois les techniques d'intoxication lente mises au point par Marianne. Ce travail pionnier inspira de nouvelles méthodes de détection des toxiques dans l'organisme et donna naissance à la toxicologie moderne en France. Le docteur Beaumont fonda à Paris le premier laboratoire de médecine légale, équipé des instruments les plus perfectionnés de l'époque pour l'analyse chimique des empoisonnements. Mais Marianne Lefebvre, elle, ne fut jamais retrouvée malgré les recherches qui se poursuivirent pendant des décennies. Certains témoignages non confirmés signalèrent sa présence à Lyon en 1883, puis à Marseille l'année suivante, toujours sous de fausses identités soigneusement construites, toujours dans des emplois domestiques auprès de familles fortunées. D'autres décès suspects présentant les mêmes caractéristiques furent attribués à son action possible, mais aucune preuve formelle ne put jamais être établie. La découverte la plus troublante eut lieu 20 ans plus tard, en 1902, dans les ruines d'une maison incendiée du quartier des Chartrons à Bordeaux. Les pompiers trouvèrent, miraculeusement préservé par une cage de pierre, un second carnet identique au premier. Ce document, authentifié par des experts en écriture, contenait les mêmes dessins macabres, la même calligraphie minutieuse, les mêmes calculs de dosage, mais cette fois, les victimes répertoriées étaient des hommes.
Le carnet évoquait les expérimentations de celle qui se faisait désormais appeler Marie-Louise Dubois, employée comme gouvernante d'enfants dans des familles bourgeoises bordelaises entre 1885 et 1895. Les descriptions détaillaient comment elle s'était adaptée méthodiquement à de nouveaux sujets d'étude. Des pères de famille, des tuteurs, des oncles fortunés qui mouraient inexplicablement après avoir confié leurs enfants à ses soins attentionnés. Cette découverte relança brièvement l'enquête. Mais les pistes étaient devenues trop anciennes. Les témoins morts ou dispersés, les preuves effacées par le temps. Marianne Lefebvre était redevenue un fantôme insaisissable, une légende noire de la criminologie française. Le docteur Édouard Beaumont, hanté jusqu'à la fin de ses jours par sa rencontre avec cette femme extraordinairement dangereuse, consacra le reste de sa carrière à l'étude de la criminologie naissante et de la psychologie des tueurs en série. Il fonda à Paris la première chaire universitaire de médecine légale et forma une génération de médecins experts qui révolutionnèrent l'enquête criminelle. Dans ses mémoires, publiés peu avant sa mort en 1923, il écrivit ces mots prémonitoires qui résonnent encore aujourd'hui. « J'ai rencontré le mal absolu sous les traits d'une femme apparemment ordinaire. Et cette rencontre m'a enseigné que les monstres les plus dangereux sont ceux qui nous ressemblent le plus. Ce qui me terrifie encore, c'est de savoir qu'elle a pu continuer son œuvre macabre pendant des décennies, perfectionnant son art de la mort lente, créant de nouvelles maladies que nous ne savons même pas détecter. » Il ajoutait cette réflexion glaçante. Combien de Marianne Lefebvre évolue-t-elle parmi nous en ce moment même, dissimulée derrière des façades respectables? Combien de morts attribuées à des causes naturelles cachent-elles en réalité des assassinats parfaits orchestrés par des criminels de génie? L'affaire Marianne Lefebvre reste officiellement non résolue dans les archives de la préfecture de police. Le dossier rouge marqué « non élucidé » contient encore aujourd'hui une lettre anonyme qui fut reçue en 1895 par le commissaire central du 6e arrondissement. Cette lettre, rédigée d'une écriture élégante et troublamment familière, contenait ces quelques lignes qui glacent encore le sang plus d'un siècle après. « Monsieur le commissaire, j'apprends par la presse que vous recherchez toujours celle que vous appelez Marianne Lefebvre. Sachez que cette femme remarquable continue son œuvre scientifique, mais qu'elle a considérablement évolué dans ses méthodes. Elle ne se contente plus des familles parisiennes, son champ d'action s'est élargi à l'Europe entière, ses techniques se sont raffinées au point d'atteindre la perfection absolue. Les 13 premières victimes n'étaient que des exercices d'apprentissage, des balbutiements d'amateurs. Les suivantes sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie mortelle. Un jour peut-être, la science officielle rattrapera son génie précurseur. Mais ce jour-là est encore bien loin. Bien respectueusement vôtre, une admiratrice de son travail révolutionnaire. Cette lettre était-elle de Marianne elle-même, narguant les autorités depuis sa retraite criminelle? D'une complice restée dans l'ombre? D'une imitatrice inspirée par ses méthodes? Le mystère ne fut jamais élucidé, ajoutant une dimension supplémentaire à cette affaire déjà extraordinaire. Car c'est bien cela le plus glaçant dans cette histoire qui continue de hanter les spécialistes. Marianne Lefebvre n'était pas seulement une empoisonneuse exceptionnellement douée. Elle était une pionnière de l'assassinat scientifique, une créatrice de mort invisible qui avait transformé le meurtre en discipline académique, ouvrant une voie sinistre que d'autres allaient emprunter après elle dans l'histoire criminelle moderne. Elle avait prouvé qu'avec suffisamment d'intelligence, de patience et de connaissance, il était possible de tuer impunément en se servant de la science comme d'une arme absolue. Et quelque part en Europe, sous un autre nom, dans une autre identité soigneusement construite, elle continuait probablement son œuvre macabre, perfectionnant toujours ses techniques, créant de nouvelles pathologies mortelles, formant peut-être des disciples à son art terrifiant. Les 14 victimes officiellement identifiées ne représentent probablement qu'une fraction infime de ces forfaits réels. Combien d'autres femmes, combien d'autres hommes sont-ils morts de sa main experte sans que personne ne soupçonne jamais la vérité?
Cette question continue de hanter les criminologues et les historiens du crime. L'affaire Marianne Lefebvre nous rappelle que les monstres les plus dangereux ne sont pas ceux qui tuent dans la passion ou la démence. Ce sont ceux qui tuent avec méthode, patience et précision scientifique. Ceux qui transforment la mort en expérience contrôlée et l'assassinat en art raffiné. Des monstres qui sourient poliment, accomplissent parfaitement leur travail, gagnent la confiance absolue de leurs victimes avant de les détruire lentement, méthodiquement, scientifiquement. Des monstres comme Marianne Lefebvre, cette femme que la science ne pouvait expliquer, parce qu'elle était elle-même devenue une science mortelle, une discipline de la destruction humaine poussée à son degré de perfection ultime. En 1912, exactement 30 ans après la disparition de Marianne, une découverte bouleversa une fois de plus l'opinion publique française. Dans les archives de l'hôpital de la Salpêtrière, un archiviste découvrit par hasard un dossier médical oublié daté de 1883. Ce document décrivait le cas d'une patiente internée sous le nom de Marie-Angèle Durand, admise pour troubles mentaux graves. La description physique correspondait trait pour trait à celle de Marianne Lefebvre. Plus troublante encore, cette femme avait été trouvée dans un état catatonique près des quais de Seine, murmurant inlassablement des formules chimiques et dessinant compulsivement des visages d'agonie sur les murs de sa cellule avec ses propres excréments. Le dossier révélait que cette patiente possédait des connaissances médicales extraordinaires pour une personne supposée démente. Elle corrigeait les erreurs des internes, diagnostiquait avec précision les pathologies des autres malades et récitait par cœur des traités entiers de toxicologie. Mais elle refusait obstinément de révéler son identité véritable. Elle mourut à l'hôpital en 1885, emportant ses secrets dans la tombe. Son corps fut inhumé dans la fosse commune du cimetière de Bagneux, sans que personne ne soupçonne qu'on enterrait peut-être là l'une des criminelles les plus extraordinaires de l'histoire de France. Cette découverte souleva de nouvelles questions troublantes. Marianne Lefebvre avait-elle réellement sombré dans la folie après sa fuite? Sa confrontation avec le docteur Beaumont avait-elle brisé quelque chose dans son esprit méticuleux? Ou s'agissait-il d'une mise en scène de plus, une ultime supercherie pour échapper définitivement à la justice? Le mystère s'épaissit encore en 1928, quand fut retrouvé dans une bibliothèque de Vienne un manuscrit en français intitulé « Traité de la mort douce ». Méthode d'administration progressive de substances létales. Ce document d'une précision scientifique remarquable était signé d'un certain docteur M. Lefebvre et daté de 1905. Le traité décrivait avec une minutie glaçante des techniques d'empoisonnement d'une sophistication inouïe, des méthodes qui dépassaient largement tout ce qui avait été découvert dans les carnets parisiens. L'auteur y exposait des théories sur l'empoisonnement psychologique, l'induction de maladies mentales par voie chimique et même des expérimentations sur l'empoisonnement héréditaire, la transmission de toxiques de mère à enfant. L'écriture du manuscrit présentait des similitudes troublantes avec celle des carnets de Marianne, mais 23 ans d'évolution rendaient l'identification formelle impossible. Plus inquiétant encore, ce traité faisait référence à des expériences de terrain menées en Autriche-Hongrie entre 1886 et 1904, sur plus de 60 sujets de différentes nationalités. Si ce document était authentique, cela signifiait que Marianne Lefebvre avait non seulement survécu à sa fuite de Paris, mais qu'elle avait continué ses expérimentations mortelles à une échelle européenne, perfectionnant son art macabre jusqu'à atteindre une dimension quasi-industrielle. Le manuscrit disparut mystérieusement de la bibliothèque viennoise avant qu'une analyse approfondie puisse être menée. Seules quelques photocopies partielles subsistent aujourd'hui, conservées dans les archives secrètes d'Interpol. L'affaire Marianne Lefebvre continue de fasciner et de terrifier plus d'un siècle après les événements. Elle pose des questions fondamentales sur la nature du mal, sur les limites de l'intelligence humaine appliquée à des fins destructrices, sur la capacité de certains individus à transformer la science en instrument de mort. Cette femme avait anticipé de plusieurs décennies l'émergence du crime organisé moderne, des réseaux criminels internationaux,
de l'utilisation systématique de la science à des fins criminelles. Elle incarnait une forme de mal, d'une sophistication qui ne sera égalée que par les criminels de guerre du XXe siècle. Mais peut-être le plus terrifiant dans cette histoire, c'est qu'elle nous rappelle la fragilité de nos certitudes. Combien de morts naturelles cachent-elles des crimes parfaits? Combien de maladies rares sont-elles en réalité des empoisonnements indétectables? Combien de Marianne Lefebvre évoluent-elles encore aujourd'hui dans l'ombre, armées de connaissances scientifiques que notre époque rend plus dangereuses que jamais? Les progrès de la chimie moderne, de la pharmacologie, de la biologie moléculaire offrent aux criminels d'aujourd'hui des possibilités que Marianne n'aurait jamais osé imaginer. Des substances indétectables, des poisons génétiques, des virus modifiés. Les outils de la mort parfaite n'ont jamais été aussi nombreux et sophistiqués. L'héritage de Marianne Lefebvre n'est pas seulement historique, il est prophétique. Elle a ouvert une voie que d'autres suivront inévitablement. Elle a prouvé qu'avec suffisamment d'intelligence et de détermination, il était possible de transformer la science en arme absolue. Et quelque part, dans un laboratoire discret, dans une université prestigieuse, dans un hôpital moderne, peut-être qu'une nouvelle Marianne Lefebvre perfectionne en ce moment même l'art de donner la mort sans laisser de traces. Car les monstres évoluent avec leur époque, ils s'adaptent, se modernisent, intègrent les dernières découvertes scientifiques à leurs desseins macabres. Ils deviennent plus dangereux, plus insaisissables, plus parfaits dans leur horreur. L'affaire Marianne Lefebvre n'est pas une simple histoire criminelle du passé. C'est un avertissement pour l'avenir, un rappel que le progrès scientifique peut servir autant le mal que le bien, que l'intelligence humaine peut être l'instrument de la destruction autant que de la création. Dans ce monde où la science progresse à une vitesse vertigineuse, où les barrières entre les disciplines s'effondrent, où les connaissances circulent librement, l'exemple de Marianne Lefebvre résonne comme une mise en garde. Car si une simple gouvernante du XIXe siècle a pu semer autant de morts avec les moyens rudimentaires de son époque, qu'est-ce qu'un criminel moderne pourrait accomplir avec les outils scientifiques d'aujourd'hui? Cette question devrait nous hanter, car elle n'est pas théorique. Quelque part, en ce moment même, peut-être qu'elle trouve sa réponse dans l'ombre d'un laboratoire, dans le secret d'une recherche détournée de son but noble, dans l'esprit brillant et tordu d'un nouveau monstre scientifique. Marianne Lefebvre n'est peut-être pas morte à la Salpêtrière en 1885. Peut-être a-t-elle simplement muté, évolué, trouvé de nouveaux visages, de nouveaux noms, de nouvelles méthodes. Peut-être que son véritable héritage n'est pas dans les archives poussiéreuses de la criminologie historique, mais dans l'actualité de notre monde moderne. Car le mal véritable ne meurt jamais. Il se transforme, s'adapte, se perfectionne. Il attend son moment, trouve ses instruments, choisit ses victimes. Et quand il frappe, il le fait avec une précision qui défie toute investigation, une sophistication qui rend toute défense dérisoire. L'histoire de Marianne Lefebvre n'est peut-être que le premier chapitre d'une saga criminelle qui continue aujourd'hui, qui se poursuivra demain, qui ne connaîtra jamais de fin tant que l'intelligence humaine pourra se mettre au service de la destruction. Vous venez d'entendre l'une des histoires criminelles les plus troublantes et les plus méconnues de l'histoire française. Cette affaire extraordinaire a-t-elle vraiment eu lieu? Marianne Lefebvre a-t-elle réellement existé? Ou n'est-elle qu'une création de l'imagination collective? Les preuves que nous avons évoquées sont-elles authentiques ou le fruit d'une reconstitution historique particulièrement convaincante? La découverte du dossier de la Salpêtrière, le manuscrit de Vienne, les témoignages dispersés à travers l'Europe, tout cela forme-t-il un faisceau de preuves convaincant ou une construction narrative habile? Le réalisme scientifique de ces méthodes, la précision historique du contexte, la psychologie complexe du personnage, autant d'éléments qui peuvent vous avoir convaincu de la véracité de cette histoire. Mais peut-être avez-vous perçu certains détails qui vous font douter, certaines coïncidences qui paraissent trop parfaites, certains éléments qui semblent trop bien s'agencer
pour être entièrement authentique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette reconstitution vous a-t-elle semblé crédible? Avez-vous été troublé par le réalisme de cette histoire? Pensez-vous qu'une telle criminelle ait pu réellement sévir dans le Paris du 19e siècle et ensuite à travers l'Europe? Votre intuition vous dit-elle que nous venons de vous raconter un fait historique oublié ou une fiction particulièrement élaborée? N'hésitez pas à partager vos impressions, vos doutes, vos certitudes. L'ambiguïté de cette histoire fait partie de son charme sinistre. Elle nous rappelle que la frontière entre réalité et fiction peut parfois être bien plus mince qu'on ne l'imagine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres mystères sombres et méconnus de notre histoire et partager cette vidéo avec tous ceux qui apprécient les enquêtes historiques et les affaires criminelles extraordinaires. Car parfois, la réalité historique dépasse toutes les fictions, et parfois aussi, les fictions les plus élaborées nous éclairent sur les réalités les plus terrifiantes de la nature humaine.